Bonjour à tous, bienvenue à vous, c'est 9h50 le matin, Bretagne. On vous emmène pour 52 minutes d'émission. Alors avec nous ce matin, Serge Rolik, le PDG des Thermes Marins de Saint-Malo, une histoire familiale depuis 3 générations et un institut de thalassothérapie pour lequel l'engouement ne faiblit pas. Il nous racontera tout ça dans quelques instants. Et si vous aidiez les secours à sauver des vies, c'est ce que nous proposent les sapeurs-pompiers et le SAMU d'Ille-et-Vilaine avec l'application Staying Alive. Elle permet aux personnes formées aux gestes de premier secours d'intervenir en cas d'arrêt cardiaque en attendant l'arrivée des équipes d'urgence. Les détails tout à l'heure avec le professeur Louis Soula, le chef de service du SAMU 35 au CHU de Rennes. Comme chaque semaine, notre coup de pouce également à un projet 100% breton en recherche de financement. Après 33 ans d'existence en Centre-Bretagne, le festival de Clegg est menacé. Ses organisateurs lancent un appel aux dons sur la plateforme Kengo et sur notre antenne. Du côté des archives de l'INA, nous retrouverons Christelle Molina et nous irons avec elle à la rencontre des Bretons de Guadeloupe aux Saintes. C'était en 1964. Nous parlerons aussi de mode ce matin, de mode masculine. Un trench coat, un chino, le tout dans des tons marron ou beige. Et messieurs, vous serez parés pour affronter cet automne tout en restant tendance. C'est Justine Lemoin qui nous dira quels sont les basiques à avoir dans sa garde-robe. Et puis les bambins seront à l'honneur aussi ce matin. C'est la 26e édition du festival Marmaille, un festival intergénérationnel, mais des créations qui sont dédiées aux plus petits. Et puis, évidemment, sans oublier l'ami Billy que nous retrouvons à la patinoire. Et vous verrez ça, ça va glisser. Ça va glisser, oui. Allez, côté météo, ma chère Catherine, est-ce que le soleil est parti en cure? Dites-moi. Oui, ce matin, vous êtes peut-être dit, dis donc, c'est un peu grisaillou. Mais vous inquiétez pas, amis bretons, ça va s'éclaircir un peu sur toute la Bretagne cet après-midi. Et il fera de 14 à Ouessant jusqu'à 20 à Rennes. 20, d'accord. Petit hommage à nos amis Belges, que nous aimons beaucoup. Allez, vous restez avec nous. Vos questions, vos réactions, on les attend sur la page Facebook de France 3 Bretagne où cette émission est diffusée en live. A tout de suite. Bonjour à tous, bienvenue à vous en cette matinée sur France 3 Bretagne. Je suis bien entourée. Bonjour professeur Soula. Bonjour. Bienvenue à vous. Grâce à votre application, nous serons de bons samaritains ce matin. On l'évoquera tout à l'heure. Bonjour Lonig. Bonjour Pierre-Marie. On parlera du festival de Clegg à vos côtés. Et puis bonjour Serge Rolik. Bonjour. Vous êtes le PDG des Thermes Marins de Saint-Malo. On va se pencher sur l'histoire de cette institution depuis 3 générations, mais également sur l'avenir de la thalassothérapie parce que c'est tendance, mais il faut penser à la suite. Et vous êtes déjà évidemment en train d'y travailler. Rendez-vous donc dans quelques instants. On va tout de suite, si vous le voulez bien, rejoindre l'ami Billy à la patinoire. Vous allez voir, il a testé pour nous. Bonjour Billy. Bonjour Laurence, bonjour à tout le monde sur le plateau. Alors aujourd'hui, je suis en compagnie de Laure. Bonjour Laure. Bonjour Billy. Tu vas bien? Ça va bien. Alors on est où là Laure? Explique-nous, nous sommes... Écoute, on est à la patinoire Le Blise. À Rennes. C'est un lieu, oui, à Rennes, tout à fait. C'est un lieu qui est ouvert à tout public. D'accord. Donc on a un programme d'animation très varié. Et puis ma foi, je peux te parler un petit peu du programme d'animation. Ouais, qu'est-ce qu'on peut venir faire ici à la patinoire? On fait du patin, mais on fait autre du chose patin aussi. Et on fait du karting aussi. Ah, du karting. Ah oui, on fait du karting sur glace. Ok. Donc on fait également des animations. Donc on en a une qui est exceptionnelle qui va arriver bientôt. C'est le 31 octobre. C'est une soirée Halloween. D'accord. Donc c'est exceptionnel parce déguisé et tout quoi. Ah bah oui, il faut venir déguisé avec une ambiance un peu festive, Halloween, tout ça. Marche. Et puis il y aura des animations, des animateurs qui seront là pour mettre l'ambiance. Qu'est-ce qu'on peut proposer d'autre? Il y a des moments plus calmes, c'est-à-dire le dimanche matin, on peut venir patiner en famille. D'accord. Animateur qui est là pour conseiller. Pareil, le mercredi après-midi, c'est des créneaux où il n'y a pas trop de monde, donc c'est bien de venir nous voir. Le mercredi, le jour des enfants, il n'y a pas trop de Et monde. oui, les enfants sont en autre activité, oui, donc c'est ils viennent. ça, Les parents sont surpris, il n'y a pas trop de monde, et en fait ils viennent à la patinoire et ils sont dans une ambiance pareil sur la petite piste avec Donc là, des animations. on a juste envie, c'est d'y aller quoi. Ah il faut venir nous Bon, alors voir. moi, le patin, j'en ai fait il y a très très longtemps, il y a 20 ans. Alors je vais y aller. Et puis, on va se retrouver tout à l'heure parce qu'on va quand même essayer d'apprendre des choses. Écoute, Béli, je suis là aussi pour ça. Je vais faire mon casque parce qu'il faut être équipé en protection quand on y va. Donc, Alors, on m'a faut dit aller- que ça allait faut aller- fuser. Ouais, il faut aller Oula. doucement sur la glace au départ. Il faut s'accrocher à la Il faut aller balustrade. doucement, oui, déjà Voilà. il faut que j'y aille. Hop. Et là, ça avance tout seul ou quoi? Il faut plier les genoux.
on plie les genoux. Voilà. Moi, je n'avance pas. C'est un peu... Est-ce que tu as fait du ski ou du roller? Bah, il y a un petit pont de temps, ouais, un Voilà. petit peu. Eh ben, tu vas plier les genoux, tu Ok. vas regarder devant toi. Oh, Voilà. d'accord. Et on y va, tranquille. Eh ben là, donc, on commence. Ah oui, quand tu plies les genoux, ça fonctionne. Bah voilà. Bon bah écoutez, les filles, on se retrouve tout à l'heure. Oh, il y a des activités. Faites attention à vous, Billy, à ne rien vous casser surtout. Allez, on va justement parler de notre santé comme chaque mardi ce matin. Professeur Louis Soula, c'est une invitation à sauver des vies que vous nous lancez. Vous allez nous présenter le dispositif Staying Alive que viennent de mettre en place le SAMU et les pompiers d'Ille-et-Vilaine. Alors d'abord, avant de le détailler, il faut dire que c'est né d'une constatation. En cas d'arrêt cardiaque, les premières minutes comptent énormément. Pourquoi ? Effectivement, les premières minutes sont très importantes parce que le moment où le cœur s'arrête brutalement et le moment où on va mettre en place une réanimation qui peut permettre la reprise d'activité cardiaque, eh bien, ce délai, plus il est court et moins il y aura de conséquences au niveau cérébral, notamment avec des cellules qui doivent être épargnées puisque le nombre de cellules qui disparaissent par minute d'arrêt cardiaque dépasse le million. D'accord, donc c'est donc pour diminuer le délai entre le moment où la personne est victime de cet arrêt cardiaque et l'arrivée des secours que les sapeurs-pompiers et le SAMU d'Ille-et-Vilaine se sont lancés dans l'utilisation de l'application Staying Alive. Tout à fait. L'idée, c'est de mettre en pratique la chaîne de survie, qui a 3 maillons essentiels, l'alerte, le massage cardiaque et la défibrillation précoce, et de trouver des personnes autour d'une détresse, d'un lieu de détresse, pour nous aider un petit peu à mettre en place ces gestes de survie dans l'attente d'arrivée des services de secours et d'urgence. Alors ce nouveau dispositif a été lancé au début du mois. On va justement assister à ses premiers pas. L'une de nos équipes est allée en reportage. On en reparle juste après. Un homme est au sol, visiblement victime d'un arrêt cardiaque. Les secours prévenus vont arriver, mais ce passant tout proche reçoit une alerte sur son téléphone. Il est prévenu par l'application Staying Alive, déclenchée par les pompiers ou le SAMU, en même temps que les secours principaux. Serrez-moi les mains. Il peut alors pratiquer rapidement un massage cardiaque. Immédiatement, un opérateur saisit l'adresse où se situe la personne en arrêt cardiaque et l'automatisation de la plateforme va déclencher 3 secouristes qui sont dans un rayon de 500 mètres autour de cette victime et qui pourront, par le biais de l'application, connaître l'adresse exacte, l'itinéraire pour y aller et nous pourrons les suivre sur l'application grâce à la géolocalisation au travers de leur téléphone. L'intérêt est que toute personne formée puisse agir par massage ou usage d'un défibrillateur encore plus rapidement que les secouristes. Car dans le cas d'une alerte cardiaque, il faut réagir très vite. Très rapidement, les cellules du cerveau vont se détruire, c'est moins de 3 minutes. Et surtout, ce qui est très important, c'est qu'au niveau cardiaque, il y a des troubles de l'activité cardiaque qu'on appelle nous une fibrillation ventriculaire qui peuvent bénéficier d'un choc électrique. Et ce choc, associé aux compressions thoraciques, il faut le faire dans les toutes premières minutes, dans les 3-5 premières minutes. Et c'est pour ces personnes-là prises en charge très tôt qu'on a le meilleur taux de survie aujourd'hui. L'application Staying Alive entrera demain en service en Ille-et-Vilaine. Dans le département, 624 personnes formées aux premiers secours l'ont déjà téléchargée et sont prêts à intervenir. Un chiffre que les services de secours espèrent voir grandir très vite. Alors, c'était le 9 octobre dernier et depuis, déjà plus de 700 personnes ont téléchargé cette application, dont vous, j'imagine, forcément, professeur Soula. Vous en faites partie, c'est un chiffre encourageant ? Alors, c'est un chiffre encourageant parce que on veut rendre le citoyen acteur un petit peu de cette chaîne de survie, le risque étant que les usagers soient réticents à s'inscrire sur cette application. La question qui revient, c'est qu'est-ce qui va se passer quand je vais être déclenché ou alerté et que je ne suis pas disponible. Alors, voilà. c'est un des principes. Qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, l'application, d'abord, il y a d'abord un accord de principe pour se déclarer. On doit justifier un petit peu une formation à des gestes de secourisme. Ah, ça, c'est la condition préalable. Voilà, on doit pouvoir justifier une formation aux gestes de secourisme en sachant que ces formations, aujourd'hui, elles sont adaptées au grand public et qu'il y en a de plus en plus. Et la deuxième chose, c'est qu'une fois qu'on est déclaré, donc on va être sollicité dès lors que le SAMU ou les pompiers avec les numéros d'urgence, le 15 ou le 18, ont connaissance d'un arrêt cardiaque. On va rechercher les personnes le plus proches de ce lieu d'intervention et les personnes qui sont disponibles acceptent ou pas de se rendre sur place. Donc de toute façon, c'est complètement anonymisé et il n'y a aucune trace après pour l'intervention. On est vraiment dans l'optique de diminuer ce que nous on appelle le no-flow, c'est-à-dire le délai entre le survie de l'arrêt cardiaque et la mise en place des compressions thoraciques.
D'accord. Alors, qui peut s'inscrire? Tout le monde? Comment on s'inscrit? On télécharge juste l'application? Tout le monde peut s'inscrire. Il faut savoir aussi qu'il y a 2 applications qui ont des modes d'inscription un peu différents, mais c'est des personnes qui ont déjà été soit formées au secourisme dans des sessions organisées par les secouristes, par les sapeurs-pompiers ou par les centres d'enseignement des soins d'urgence du SAMU, mais également toute personne qui se sent capable de le faire, en sachant que une de nos missions à nous aussi, c'est d'aider à mettre en place ces gestes de secourisme au téléphone. On fait ce qu'on appelle de l'aide aux gestes par téléphone, parce qu'aujourd'hui, il a été prouvé que des compressions thoraciques faites par une personne qui n'en a jamais fait, c'est mieux que de ne rien faire et rester inactif. Ouais, la deuxième chose qui est très importante, c'est l'utilisation des défibrillateurs automatiques qui sont mis en place par les collectivités locales sur le territoire. Et c'est de donner la possibilité vraiment de pouvoir localiser un défibrillateur à proximité et de le faire utiliser par ces bons samaritains. Et là, on sait qu'on atteint des taux de survie remarquables dans la prise en charge de l'arrêt cardiaque. Donc 2 applications différentes, Staying Live et Sauve Life. Elles fonctionnent exactement de la même façon? Alors c'est un petit peu le même principe, mais pour le département 35, c'est Staying Live qui a été mis en place conjointement par les sapeurs-pompiers et le SAMU. L'idée étant vraiment de mettre en avant cette complémentarité des services de secours et d'urgence et surtout de donner le même système de réponse, quel que soit le numéro appelé. Donc c'est une grande chaîne de survie qui est mise en place finalement. C'est un peu ça l'esprit. Et on demande aux citoyens d'être acteurs de cette chaîne de survie. Mais écoutez, merci beaucoup, professeur Soula, d'être venu nous présenter cette belle initiative. Vous la connaissiez les uns les autres? En ce qui me concerne, non. Et pourtant, je devrais être très concerné puisque, je ne vous l'ai pas dit, mais j'ai un triple pontage. Mais par contre, je sais que votre établissement est doté de défibrillateurs automatiques et ça, c'est très important. Donc ça va. Bon. Et nous, c'est dans nos tablettes parce qu'on sait que si une détresse survient, eh bien, je pense qu'il sera utilisé, mais on fera penser à l'utiliser aussi. Et notre personnel est formé aux soins de premier secours. Voilà, c'est ça l'essentiel également, évidemment. Allez, nous le disions en introduction, les Terres Marins de Saint-Malo, c'est une affaire de famille que nous dévoile tout de suite Pacôme Lemat et Antoine Placier. Saint-Malo vit au rythme de la mer. Aujourd'hui, l'ancienne cité corsaire est devenue une paisible station balnéaire. En bord de plage, une dizaine de grands hôtels qui ont connu leurs heures de gloire avec les premiers bains de mer. En 1880, l'hôtel de Paramé ouvre ses portes. Le tout Paris vient profiter des plages bretonnes et même les grands-ducs de Russie y séjournent pendant des mois. L'établissement devient alors le Grand Hôtel de Saint-Malo. Une institution qui perdure aujourd'hui, la propriété de la famille Rolik depuis 3 générations. Serge Rolik a fait carrière dans le milieu du luxe. Quand il rachète l'hôtel, c'est pour en faire un palace. Il veut attirer à Saint-Malo une clientèle haut de gamme, capable de séjourner des semaines dans des suites comme celle-ci, à 900 € la nuit. Nous avons une clientèle qui apprécie beaucoup ces suites et qui voyage dans le monde entier d'ailleurs. Et ce qui fait la grande différence, ce sont les grandes marées, ce sont ces paysages qui changent tous les 6 heures avec ces rochers qui apparaissent, qui disparaissent. Le Grand Hôtel fait fortune avec le succès de la thalassothérapie. Dans les années 60, Saint-Malo devient la capitale des soins par l'eau de mer. Les curistes viennent en nombre soigner les rhumatismes ou la cellulite. Aujourd'hui, c'est Charlotte et Olivier Rolik qui sont en charge de moderniser l'établissement, comme ici avec une piscine d'eau de mer. C'est un bassin qui est ponctué de jets sur l'ensemble de la surface. Pour vous donner une idée, il y a une piscine olympique qui tourne toutes les 2 heures au niveau des flux d'eau. Donc il y a des jets qui se trouvent dans toutes les parois, des bains à bulles, des jacuzzis, et on est massé en gros des chevilles jusqu'aux lombaires. Les Thermes de Saint-Malo, c'est aussi une entreprise de 400 salariés, dirigée depuis 40 ans, en famille. Toutes les décisions se prennent ensemble, le père à la présidence, la fille au marketing et le fils à la direction. Et dans des cas comme ça, c'est le PDG qui est à côté de vous ou c'est votre père? Je dirais que c'est plutôt mon père, j'aurais tendance à penser. Je ne fais pas forcément la différence d'ailleurs. Ça a beaucoup plus de sens de participer à l'entreprise familiale que d'être salarié dans une entreprise. Voilà, on perdure ce qui a été construit. Il y a déjà de l'amour. Donc à partir du moment où il y a un côté affectif, si on n'est pas trop d'accord et que ça va un peu trop loin, on est même touché. Et à côté, on sait qu'on lui fait de la peine. Donc on se dit, il faut qu'on revienne dessus, il faut qu'on en reparle.
Et lors des grands événements, même la grand-mère donne son avis. Elle est la première à avoir investi dans la société et elle garde encore un œil sur les comptes à près de 93 ans. Tous les matins, j'ai tous les comptes de toutes les sociétés et puis toutes les prévisions, tout ce qui est... Oui. Et quand c'est marqué « le message n'est pas passé », je suis déçue. La famille Rolik garde précieusement son héritage. Quant au grand hôtel de 1880, il fait désormais partie du paysage de Saint-Malo. Comment va Ernestine? Mais 95 ans aujourd'hui. Elle va bien. Je suis assez impressionné de son style de vie. C'est-à-dire qu'elle s'entretient, elle fait des efforts intellectuellement, les mots croisés, le Scrabble, elle fait des concours tous les jours. Et même physiquement, elle fait de la kiné, elle marche. Elle est au bon endroit, il faut dire, pour ça. Oui, mais elle a une conscience que pour bien vieillir, il faut un style de vie, une certaine discipline. Elle illustre parfaitement l'esprit de la maison, finalement. Merci beaucoup. C'est un peu ça. Merci beaucoup. Alors vous, quand vous reprenez l'établissement, c'est en 1981. Le bâtiment a été pendant 18 ans à l'abandon, après avoir été occupé par les Allemands pendant 5 ans, c'est ça? En gros, il y a tout à refaire. C'est un bâtiment qui est vraiment à rénover de fond en comble, et puis une Thalasso qui est moribonde, on va dire ça comme ça. Comment vous y êtes pris? Alors, je veux rétablir un peu la vérité, parce que c'est une belle aventure. Mais nous ne sommes pas les seuls, et je veux rendre hommage aux tout premiers qui se sont lancés dans l'aventure. Effectivement, cet hôtel, aujourd'hui, tout paraît exceptionnel, c'est merveilleux. Il a été fermé pendant 18 ans, après la guerre. Donc c'était un bâtiment à l'abandon, fenêtres cassées, les ardoises qui partaient au vent. Et c'est un médecin de Rennes, le docteur Égée, appuyé par une multitude de Malouins de l'époque, 300 actionnaires, c'est presque un appel public à l'épargne, qui ont eu le courage de lancer un centre de thalassothérapie dans ce bâtiment. Il n'y avait plus d'hôtellerie, il n'y avait rien. Donc une très belle aventure déjà, qui a connu un certain succès, puis qui après, pour des raisons de stratégie un peu économique, je me tourne vers le professeur, excellent médecin, le docteur Égée, prônant la qualité des soins, mais ayant aménagé dans ce bâtiment des chambres, lavabo, bidets dans les années 1970. Erreur stratégique, et qui fait que les choses commençaient véritablement à péricliter. La toiture n'était toujours pas refaite, et nous sommes arrivés en 1981. Oui, alors vous n'arriviez pas de nulle part, parce que vous travailliez déjà dans le groupe Sofitel à la Thalasso de Quiberon, et votre patron, c'était Louison Bobet. Oui, mon premier contrat a été signé par Louison Bobet. Avec le recul, j'en suis très, très honoré et très fier. Pour lui, il ne fallait pas avoir le nez dans le guidon, il fallait regarder au bout de la route l'objectif. C'est vraiment quelqu'un qui m'a beaucoup appris, un homme de grande qualité, qui est décédé malheureusement très jeune, 62 ans, mais qui a fait beaucoup pour la Bretagne, beaucoup pour la thalassothérapie. Et la Bretagne est une terre, c'est la terre de la thalassothérapie. Les meilleurs centres s'y retrouvent. Alors aujourd'hui, Saint-Malo, c'est le premier centre de thalassothérapie spa de France, il faut quand même le dire. Vous avez pas loin de 400 salariés. Comment vous y êtes pris justement pour amorcer le renouveau de cette thalassothérapie? Et quand je dis pris, c'est pas anodin, c'est pas écrit pareil, mais bien, voilà. Mes interlocuteurs vont parler un petit peu d'argent après. Donc effectivement, pour réussir, il faut générer des marges dans toutes les activités humaines. C'est la contrainte, il faut générer des marges, et il faut pouvoir, dans notre activité, c'était investir, rénover, améliorer la qualité. Ça veut dire dans les deux sens, dépenser en investissement, mais dépenser aussi dans les équipes, embaucher, apporter plus de services. C'était remonter les standards de qualité complètement, à tous les niveaux, les soins, mais également l'hôtellerie. Vous êtes quand même passé d'un 2 étoiles à un 4 étoiles et maintenant un 5 étoiles. 5 étoiles. C'était vraiment monter en gamme, quoi, vraiment. Oui, alors avec des méthodologies relativement simples. Quand on dit on investit, on fait de beaux investissements. Aujourd'hui, le bâtiment, nous avons 6 piscines à l'intérieur du bâtiment, donc des capacités de personnalisation de soins, de travail, quelle que soit la météo d'ailleurs. Et puis sur l'aspect
prestations, une très bonne restauration. Nous avons un pâtissier absolument remarquable depuis maintenant près de 30 ans. Notre chef de cuisine est là depuis 30 ans. Donc beaucoup de fidélité dans le personnel et des équipes. Vous avez parlé de 400 salariés au terme, et sur Saint-Malo, nous sommes globalement 780. Alors, on parlera un peu plus tard dans cette émission de l'évolution de la clientèle et de la notion de transmission qui est très importante pour vous. Mais pour l'instant, on va rester dans le domaine de l'argent, du coup, avec vous. Toutes les semaines, on soutient un projet qui est soumis au financement participatif sur la plateforme Kengo. Et ce matin, notre coup de pouce, on vous le donne, Pierre-Marie Perron et Lonig Lenu. Vous co-présidez tous les deux l'association Air Arwen qui organise le festival de Clegg depuis 33 ans, une institution dans la commune et malgré tout le festival est menacé. Alors expliquez-nous un petit peu d'abord quel est cet événement. Alors le festival, l'association c'est Air Arwen, oui. Le festival de Clegg, donc comme vous l'avez dit, là, c'était la 33e édition. Là. C'est en Centre-Bretagne. En Centre-Bretagne, sur Clegg-Hérec, toute petite commune. Oui. C'est historiquement un festival basé sur la musique bretonne, le Fest-Noz, qui a eu plusieurs évolutions au cours des années. Et nous, quand on est rentré avec une nouvelle équipe de... Oui, ça fait pas 33 ans que vous y êtes, vous étiez pas né. Donc. Enfin, on a grandi, avec cet événement-là. Et, pour présenter la nouvelle génération. Exactement. Voilà. Et depuis 2-3 ans, on a changé notre fusil d'épaule, changé de direction à ce festival, en mélangeant les musiques actuelles et la musique de Fest-Noz pour la rendre compatible et proposer à deux publics différents pour les regrouper sur un événement. Donc c'est un nouveau souffle et malgré tout, c'est pas évident aujourd'hui d'organiser un festival et surtout de le faire vivre et durer. Et le festival est en difficulté, Pierre-Marie. Oui, tout à fait. Le festival est en difficulté, alors comme malheureusement de nombreux festivals en Bretagne aujourd'hui. Alors nous étions partis d'un principe, c'était que nous voyions que l'affluence dans des différents Fest-Noz en Bretagne diminuait d'année en année. Et donc nous qui sommes des amoureux de cette musique-là, nous avons voulu faire perdurer cette tradition. Et nous avons voulu attirer un nouveau public. Et le nouveau public, notamment un public de jeunes. Et donc nous avons intégré dans notre programmation, la programmation historique, de la musique actuelle. Et c'était à Paris depuis, donc maintenant c'était la deuxième édition que nous faisions ce pari. Malheureusement, l'affluence cette année n'a pas été au rendez-vous. Et c'est pour ça que nous sollicitons notamment les spectateurs de ce festival, les participants et aussi les amoureux de cette culture bretonne pour nous aider à passer ce cap difficile. Alors, l'appel est lancé sur la plateforme Kengo. Vous avez déjà récolté 4 000 €. Mais il reste encore pas mal à récolter. Il reste combien ? Alors, globalement, le résultat du festival cette année, de l'édition 2018, a été de moins 60 000 €. Donc nous avons besoin déjà pour remettre l'association à flot, donc de récolter 60 000 €. Alors ce sera en partie via cette plateforme Kengo, mais aussi nous organisons des événements de soutien tout au long de l'année. Nous avons des dons aussi physiques au local de l'association. Et donc l'objectif est effectivement de récolter ces 60 000 €. Et ensuite, si nous arrivons à les récolter et de maintenir l'association en vie, l'idéal pour organiser un festival en 2019 serait de partir avec 20 000 € supplémentaires en caisse. Parfait. Écoutez, l'appel est lancé. Donc, rendez-vous sur la plateforme kengo.bzh. Merci beaucoup à tous les deux. Allez, nous sommes à la moitié de cette émission. Je vais tout de suite rejoindre l'amie Catherine. Qu'avez-vous retenu, ma chère, de cette première partie ? Écoutez, on parlait de sauver des gens et on parlait de sauver aussi des festivals. Vous ne faites pas un malaise cardiaque maintenant? Non, mais je n'ai pas encore téléchargé l'appli, il faut que je le fasse tout de suite. Mais c'est le bon endroit, je pense, et le bon moment éventuellement. Et Staying Alive, et j'ai eu cette chanson, c'est quand même particulier. Et peut-être qu'en chantant comme ça, avec des ultrasons, ça peut aussi créer des... Vous direz, docteur, Staying Alive. Ah ouais, non, ça vous a cassé l'oreille, c'est tout. Non, ça vous a pas... Non, c'est bon, je peux chanter avec vous. Un peu tachycardie, non? Non, ça va. On va monter notre chorale d'ici la fin de l'année, Laurence. Oui, chiche, allez, d'accord. C'est pénible, je sais, j'arrête. Non, c'est pas pénible. Je finis. Allez, on retrouvera dans quelques instants Christelle Moline, la déléguée régionale de l'INA Atlantique, Justine Lemoyne également conseillère en images, et puis Géraldine Le Tyran pour le festival Marmaille. Tout de suite, mais je vous propose qu'on aille retrouver l'ami Billy sur la glace. Alors oui, donc nous sommes ici de retour à la patinoire Le Bliz à Rennes, avec Laure toujours. Donc depuis tout à l'heure,
on a appris à faire. Alors on me dit il faut plier les genoux constamment. Je fais que ça, plier les genoux là. Tout à fait, Billy. Même à l'arrêt, il faut avoir les genoux pliés. J'ai bien compris. Et se pencher un petit peu en avant. Ça marche. Et là, je viens de te mettre un petit exercice. Je vais te montrer. Vas-y, montre-moi Donc alors. on part du plot et on fait un slalom quoi. On fait un slalom. Donc là, c'est Sonia Bonali tranquillement. qui passe devant moi. On fait un slalom. On passe sous le pont, Billy. Voilà, on doit se baisser. Ça paraît très facile. Voilà. Quand on le voit Allez. comme ça. Tu essayes, Billy? Mais moi, je n'arrive pas à avancer. Alors, ouvre les patins, plie les genoux et penche-toi un petit peu en avant. Ok, ça voilà, marche. tranquillement. Alors, et on laisse glisser les patins. Donc là, je suis Philippe Candeloro. Et quand tu vois les mecs à la télévision, à la vitesse, ils font... Oula. Voilà, et on laisse glisser quand on prend ça. un petit peu plus de vitesse, Billy. Oh voilà. oui, la vitesse, on va en prendre pour le deuxième tour. Voilà. Parce que et on là, plie bien les genoux et je on fais passe que ça. sous le pont. Oh là là. Voilà. Mais là, ça s'arrête? Non, il faut avancer. On fait des petits pas, Billy. On fait des petits pas. Voilà, bravo. Je n'avance pas. Alors, j'ai trouvé une technique tout à l'heure. Ah de ouais, mais nage c'est pas comme très ça. bon. Ouais, C'est ouais, pas mais mal, c'est hein. pas très bon de Oula. trop bouger les bras, Billy. Oh, et là, j'ai pris la vitesse, là. Ouais. Oh la vache. Et donc, et alors, quand on apprend comme ça, il y a des écoles, on peut prendre des cours, comment ça se passe? Oui, tout à fait. On peut faire des stages chez Tu nous. peux recommencer une fois? Alors, on peut faire des stages pendant les vacances scolaires. Ah, c'est pas mal ça. Donc là, on organise un stage aux vacances de Toussaint la première semaine. Ouais. Et donc voilà, à chaque vacances scolaires de l'année, tu peux venir. Oh là, et là, Surya Bonali sort de ce corps. Bravo, Oh la Billy, vache. super. Et Très, on très pense à bien mettre les mains devant. Et donc, du coup, quand on apprend comme ça, Voilà, eh des ben, stages. Et si vraiment on veut se perfectionner professionnellement, là, après, on va dans les clubs. Donc là, on peut aller voir les d'accord. différents clubs. Et il On y en a 3 ici, clubs. ici en Bretagne ou quoi? Oui, on a 3 clubs, Billy. On a le club CSG, patinage artistique, RDPG, danse sur glace, et le club des cormorans, pour faire du hockey sur glace. Bon, ça marche. Voilà. Eh Mais ben, sinon, écoutez, pour démarrer, on peut venir nous voir. eh ben, on peut pendant les démarrer vacances ici. scolaires. Nous, on va aller faire un autre exercice tout à l'heure. Alors, et puis, là, maintenant que je commence à prendre la vitesse, les filles, oh là, eh ben, allez, à tout à l'heure. Elsa Dali, notre Mon celle pauvre qui fait Billy, chouette, on n'attend pas celle le qui fait gadin, chouette. mais presque. Allez, à tout à l'heure. On retrouve tout de suite Christelle Molina, déléguée régionale de l'INA Atlantique. Bonjour Christelle. Bonjour Laurence. Merci de nous avoir rejoints. Et merci à Géraldine et à Justine de nous avoir rejoints également. On va parler avec vous des Bretons de Guadeloupe. Alors on sait qu'ils sont partout, ces Bretons, mais alors aux Saintes, là, ils sont particulièrement présents. Et c'est déjà vrai en 1964. Bah oui, j'avais envie de faire un petit clin d'œil. D'abord à la Route du Rhum qui va être lancée dans Bien sûr. quelques semaines, jours même. Justement. Et puis Chez Monsieur surtout, Rollic, quasiment, non, en à face, Saint-Malo, à à Saint-Malo. à Saint-Malo, voilà. Et puis surtout de faire en fait un petit voyage dans le temps, dans l'histoire, avec une archive de 64 qui parle effectivement des Bretons qui se sont installés aux Saintes. Donc en Guadeloupe, voilà. Donc voilà On le petit regarde. clin d'œil, le petit rapport On aux regarde choses. tout de suite. Les Saintois se sont adaptés à la vie des tropiques et rien ne les diffère des autres Antillais si ce n'est leurs cheveux blonds et leurs yeux bleus. Mêmes habitations aux murs de bois et aux toits de tôle, mêmes vêtements de toile légère, même chapeau, le bacois, même langue enfin, le français et le patois créole. Antillais, les Saintois le sont par leur mode de vie peut-être, mais Bretons ils le sont encore. Le métissage était rare jusqu'à ces dernières années. Tournés vers la mer, ils sont dans leur quasi-totalité des pêcheurs. Ils construisent les meilleurs bateaux des Antilles aux formes harmonieuses et solides, faites pour aller vite sur les vagues des tropiques. Et ces formes évoquent irrésistiblement celles des barques de la pêche des côtes bretonnes. Les Saintois pratiquent surtout la pêche à la nasse, mais ils connaissent fort bien tous les autres modes de pêche artisanale. Ils ont la réputation parfaitement justifiée d'ailleurs d'être les meilleurs pêcheurs et les meilleurs navigateurs des Antilles. Magnifique archive, en plus musicale, ce qui n'est pas si fréquent. Pourquoi on appelle les Saintes? Alors les Saintes, ça date de Christophe Colomb, qui arrive en 1493, donc deuxième voyage en Amérique, et qui va
appelé ces îles, cet archipel, avec des îles disparates, les Saintes, en raison de la proximité avec la Toussaint, avec la fête des Saints. Et ça deviendra, Los Santos vont devenir les Saintes. Mais les Saintes avaient un nom que leur avaient donné les Amérindiens et qui s'appelait, donc j'ai quand même bien mon petit papier, qui s'appelait Carucaera, proche de Caruquera, qui voulait dire l'île aux belles eaux. Joli ça. Ouais. Alors on voit que l'agriculture et la pêche En fait, on est passé de l'agriculture à la pêche là-bas finalement. En fait, cette île, elle a été habitée par les Amérindiens. En 1648, il y a une première occupation. Puis après, en 1652, on s'y installe vraiment. Mais c'est quand même des terres hostiles. C'est montagneux. Les eaux, il y a des eaux, des pluies violentes. Et voilà, donc c'est pas facile de mettre en place de l'agriculture. Et les premiers colons bretons, voilà le lien, et charentais, normands, mais essentiellement des Bretons, vont essayer d'implanter l'agriculture avec grande difficulté. Du coup, ils vont devenir des pêcheurs. Ils sont déjà marins-pêcheurs et ils vont pêcher sur ce qu'on appelle les Saintoises, donc des petites, des frêles esquifs avec qui ils font, ils sont les meilleurs marins tels que nous les connaissons là-bas sur place, quoi, voilà. Il n'y a pas de doute. Qu'est-ce que ça vous inspire cette archive, Serge Rolik ? Beaucoup de mélancolie et puis de voir que des gens ont quitté leur territoire pour une autre vie. Mais je crois que les Bretons l'ont fait beaucoup dans le passé, les Malouins aussi. Grand voyageurs, les Bretons. Et puis les Saintes, j'ai eu l'occasion d'aller y faire un peu de plongée sous-marine. Donc je confirme, les fonds sont remarquables et je me souviens d'une plongée de nuit qui m'avait beaucoup impressionné. Bon, on va rester dans le domaine de la thalassothérapie en se focalisant sur les algues. C'est un reportage de Séverine Breton. On regarde tout de suite. Les scientifiques l'ont baptisé Laminaria digitata. La longue algue brune s'est adaptée à tout ce que les océans lui ont fait subir. Les vagues, le manque d'eau parfois. Pour résister, elle a créé ses propres défenses, des petites molécules. Elles sont là, minuscules, réduites en poudre pour que notre corps puisse aller les puiser. S'il pleut sur une algue, il ne se passera rien. Donc l'algue est prévue pour résister à ces différences de pression osmotique. Et donc il va falloir la transformer. Donc le séchage fait, on va la broyer, puis la microniser pour avoir cette finesse. On ne se rend pas bien compte là, mais c'est extrêmement fin. Et cette pulvérulence garantit la disponibilité des oligoéléments dans ces poudres. Depuis 30 ans, Sciences et Mers fournit les thalassothérapies en enveloppement et en crème. Dans son laboratoire, Maud Larnicole étudie le comportement des algues. Certaines vivent en bord de côte, d'autres au large. Elles se battent donc contre des ennemis différents et ont chacune développé des armes différentes. Maud cherche à les découvrir pour les utiliser. Si on prend sur nos côtes, elle va réussir à survivre 6 heures en dehors de l'eau, elle va réussir à survivre 6 heures au soleil. Donc ce qui veut dire que d'elle-même, elle a construit, tout au long des siècles, des éléments de défense. Quand je parle de marée, je parle de sécheresse, donc ça veut dire hydratation pour la peau. Quand je parle de soleil, c'est la protection contre les UV. Donc tout ce qui est en fait de l'algue elle-même va permettre à notre peau également de pouvoir se défendre grâce à ces molécules qui sont présentes dans les algues. Les algues rouges reminéralisent, les brunes hydratent, les vertes sont riches en magnésium. Le laboratoire utilise une dizaine d'espèces en sélectionnant celles suffisamment présentes dans nos eaux pour ne pas les mettre en danger. Les algues concentrent jusqu'à 200 000 fois plus les actifs marins que l'eau de mer. On aura peut-être grand besoin d'elles demain. Les algues, forcément, ça vous parle. On aura besoin d'elles demain et on en a déjà besoin aujourd'hui. Oui, j'étais très heureux de voir Philippe Saint-Léger là, sur l'écran. Il est notre fournisseur depuis près de 30 ans et nous lui achetons à peu près 20 tonnes d'algues par an, sur une formule qui est exclusive d'ailleurs. Il fait un excellent travail. Et puis nous avons par ailleurs une gamme de cosmétiques qui est vendue dans une dizaine de pays à l'étranger. Et il est un de nos principaux fournisseurs. Comment évoluent les soins de thalassothérapie ? Comment vous voyez justement l'avenir de ces soins ? Bien, les soins ont beaucoup évolué en 40-50 ans. À l'origine, on utilisait beaucoup l'eau de mer pour la portance, pour la facilité de mouvement, donc il y avait un aspect rééducation.
Donc on était sur une clientèle un petit peu plus âgée, en fait. Pour autant, cette clientèle reste fidèle et nous lui apportons beaucoup de résultats et de bienfaits. Quand on prend un peu d'âge, on a des douleurs qui apparaissent, de l'arthrose et autres. Donc l'eau de mer, la rééducation, les médecins, les kinés restent des valeurs fondamentales. Mais il y a un aspect forme et bien-être maintenant. Absolument. Absolument. Aujourd'hui, les vacances ont changé. Maintenant, on a 5 semaines et même plus avec les RTT. Donc en fait, on a morcelé les vacances et souvent, dans les thèmes en dehors du voyage, en dehors de la culture, en dehors de la famille, il y a un thème qui est celui « je me maintiens en forme, je me fais du bien », le thème du bien-être. Alors, c'est une clientèle féminine essentiellement ou pas Oui. Qui vient justement prendre soin d'elle. Alors, les hommes commencent à comprendre. Les grognards de la guerre de 14-18 maintenant ont un peu disparu. Les nouveaux hommes sont un peu plus hédonistes. Peut-être que les femmes sont plus persuasives aussi, donc on a beaucoup de couples à venir, plus jeunes, mais pour autant 70% de femmes et 30% d'hommes. Voilà, donc une clientèle qui rajeunit. Absolument. Et une clientèle qui vient aussi parce que les moyens de communication sont facilités aujourd'hui, que ce soit le train, l'avion. Donc ces moyens de communication ont permis une clientèle de court séjour. Globalement, il y a toujours le séjour à la semaine, qui est le séjour de base, en particulier au terme marin, mais aussi une clientèle de court séjour en week-end ou hors week-end. Et c'est vrai que la ligne LGV, les lignes aériennes, à 2h15 de Paris à peu près. Les lignes aériennes qui s'ouvrent, nous sommes très contents de voir Rennes-Bruxelles, Rennes-Genève, l'aéroport de Rennes qui se développe. On aimerait que celui de Dinard-Saint-Malo se développe aussi. Évidemment. Donc ça, forcément, ça fait que... Et voilà, oui, c'est une aide extraordinaire. Vous quittez Paris à 18h et vous pouvez dîner tranquillement, les pieds sous la table, face à la mer, à 8h30. C'est quand même fabuleux. Quand même fabuleux. Et il y a une notion d'équilibre de vie également aujourd'hui qui prend le pas sur la notion de rééducation à proprement parler dans votre clientèle. Mais complètement. Aujourd'hui, un homme à 60 ans... est jeune. C'est un jeune. Il fait encore du sport, il fait du tennis, il fait du vélo. De même pour la femme, c'est la même évolution. Et partant de là, on a besoin de s'entretenir. On a besoin aussi, dans un rythme de vie qui est de plus en plus pas stressant, peut-être très stressant quand même. Mais en fait, je dis souvent, on a plusieurs vies. Ne serait-ce que la télévision, les spectacles le soir, on se couche plus tard quand même. Donc on a besoin de récupérer, on a besoin de parenthèses où on prend soin de soi. Alors, on a une question sur Internet d'Éric de Saint-Jacques-de-la-Lande qui nous demande, y a-t-il des cures post-natales ? Oui, bien sûr, bien sûr. On va parler de la marmaille. Oui. Après, oui, Vous bien sûr. Vous développez une gamme de soins de plus en plus ciblée, en fait, c'est ça, les cures maman-bébé, les cures... Vous êtes sans doute tout à fait concerné tout autour de la table pour dire qu'une grossesse, une maternité, les 3 premiers mois de bébé qui pleure, qui marque son insatisfaction parce qu'il a faim, parce qu'il a un petit peu mal quelque part, sont des moments un petit peu fatigants. Et une semaine de thalasso, et c'est vraiment un moment de bonheur. Et depuis l'ouverture de notre club enfant, vous avez un club enfant dans la thalassothérapie qui est agréé comme une crèche, qui est suivi par la PMI, et nous avons reçu à peu près 7000 jeunes mamans depuis l'ouverture. C'est un moment merveilleux. Puisqu'on parle de famille, justement, alors vous êtes très attaché à la transmission, on l'a vu dans le reportage tout à l'heure, vos enfants sont extrêmement impliqués, Charlotte et Olivier, dans l'affaire. Oui, alors j'en suis très heureux, bien évidemment, parce que ça me permet d'avoir les petits-enfants très souvent à la maison. C'est un grand moment de bonheur. Ce n'était pas évident, l'un et l'autre avaient une très belle situation parisienne. Et puis, l'appel de la Bretagne, le confort de vie quand on est en famille, c'est quand même plus agréable d'avoir une famille et des enfants en province qu'à Paris. Tout est plus compliqué à Paris. Et le fait d'avoir cette belle aventure à poursuivre ensemble fait qu'ils sont revenus sur Saint-Malo.
Merci beaucoup Serge Rolik. Alors vous restez avec nous puisque justement on parlait d'hommes qui prennent soin d'eux de plus en plus quand même. Eh bien elle va nous le confirmer Justine. Quelle est la mode qui se dégage pour les hommes justement pour ces messieurs en cet automne? Alors en termes de couleurs déjà, parce que ça c'est important de faire toujours ce petit point-là avant de démarrer. Il y a toujours ce travail en fait sur le noir, le bleu marine, le gris sont toujours des couleurs très présentes, mais on va retrouver aussi beaucoup de couleurs d'automne comme les marrons, les beiges, les kakis, pour tout ce qui est un petit peu plus base. Après, pour finalement les couleurs un peu plus audacieuses qui vont apporter de l'éclat, davantage de bleu roi, davantage de rouge cerise, de orange, de jaune, et on peut soit, si on est assez audacieux, le porter en total look, soit en petite touche. Également, le rose et le violet sont assez présents, mais là, par contre, je vous conseillerais en petite touche, pas en total look. Avec modération. Voilà, avec modération, tout à fait. Donc ça, c'est vraiment pour la partie couleur. Pour les couleurs. Alors, les motifs et les matières, quelles sont les tendances ? Alors, c'est vrai que chez l'homme, l'uni reste quand même la meilleure base, en fait, la meilleure des solutions. Maintenant, il y a de plus en plus de petits motifs qui apparaissent, notamment comme l'écossais. Comme chez la femme, l'écossais est bien présent aujourd'hui, notamment sur les chemises ou sur tout ce qui va être... Géraldine et Auteur. Tout à fait. Et ben, c'est parfait. Voilà, là, c'est nickel. On est dans le thème. Également très présent, ça va être plus la chemise de bûcheron qui fait vraiment son comeback entre guillemets et qui revient assez en force pour le côté plus décontracté. Voilà, et le côté décontracté week-end avec un bon jean brut, ça passe toujours très bien. Voilà, et puis après il y a plein de petits imprimés différents, mais toujours très discrets chez l'homme. On n'est pas dans quelque chose de très marqué et de trop fort. Alors quels sont les indispensables à avoir dans son vestiaire en cet automne? Alors ça, c'est important d'avoir justement un bon vestiaire, un bon basique de vestiaire. Alors notamment, on va commencer avec les manteaux. Rien de tel qu'avoir un bon trench coat qui va être vraiment une base très classique et facile à porter au quotidien. C'est toujours chic, même chez la femme, mais c'est vrai que chez l'homme, c'est aussi très élégant. Vous allez avoir tout ce qui est manteau un peu bombers ou teddy, donc beaucoup plus décontracté, à porter avec un sweat à capuche, énormément. Et dans des matières un peu sympas, dans des matières soit en cuir, soit en polléné, toujours. Donc c'est vraiment des matières qui sont un peu différentes et très sympa. Vous avez pour le côté plus élégant, donc peut-être plus pour monsieur, le manteau Chesterfield qui est une gamme vraiment très classe, très élégante et qui se marie facilement avec un costume ou un jean plus décontracté. Et le fameux caban. L'indétrônable caban. En plus, on est en Bretagne. Alors, tout le temps, un intemporel. Un intemporel, voilà. Faut pas sous-estimer le pouvoir du caban parce que c'est vraiment quelque chose, une belle pièce. Alors, du côté des pantalons, exactement. Est-ce qu'il y a des tendances? Oui, il y a des tendances. Alors, le jean reste une valeur sûre, parce qu'aujourd'hui, on peut aussi bien le porter de manière décontractée que sur son milieu de travail, donc sans aucun problème. Mais il y a effectivement des pantalons style cargo, donc tout ce qui est un peu à poche, ou des formes comme le chino, qui vont être des formes très élégantes, très chic et à porter avec une belle paire de boots, style un peu les Doc Martens qui reviennent assez en force. Énormément. Autant pareil, femme-homme, ça revient énormément. C'est un peu le b.a.-ba de la chaussure et qui, pareil, fait son comeback et qui est très présente. Voilà. Très bien. Et je fais juste un petit point par rapport au costume aussi qui est assez présent, qui a toujours été présent, mais qui là se modernise un petit peu, soit dans les couleurs, soit dans les motifs, où on peut vraiment avoir des pièces complètement folles et très très originales. Donc c'est super de l'utiliser. Par contre, c'est des coupes qui vont être plus ajustées, plus à la taille et voilà, plus sympa, en tout cas plus modernes. Merci beaucoup, Justine. Vous retenez quoi dans les pièces beaucoup de choses. J'avais l'intention de renouveler ma garde-robe, donc j'ai pris plein de renseignements. Et va tant mieux, c'est parfait. Pour ça. Merci beaucoup. Allez, on va tout de suite retrouver Billy à la patinoire avec un accessoire indispensable, les patins à roulettes. Je ne sais pas si c'est tendance, mais là, les patins à glace, il en a carrément besoin. Attention. Alors, du coup, Laurence, nous sommes toujours là à la patinoire Le Blize. Et maintenant, moi, je voudrais apprendre à prendre un peu de vitesse, là. À prendre un peu de vitesse, Billy. Ouais, on va alterner un peu plus en ouvrant les patins. Depuis tout à l'heure, là, tu as trouvé ton équilibre. Ouais. Donc maintenant, tu vas ouvrir un peu plus les patins. Ouvrir les patins, c'est dire quoi? On alterne un patin sur l'autre. On appuie, vers l'extérieur. On appuie sur l'extérieur. Voilà, Billy. Oh là là. Et là, je prends quand même vachement de vitesse. Ouais, c'est bien, Billy. Continue comme ça. Regarde bien devant toi. Pardon, j'ai toussé, et là... ça va pas être agréable pour vous. Oh! Non mais là, on s'arrête pas, par contre. C'est ça le truc. Un freinage, Billy. Oh, mais comment on fait un freinage? On va faire le chasse-neige, c'est-à-dire comme en ski, on plie les genoux et on ouvre les patins. Waouh, ouverture des patins. Très bien. Non mais franchement, la sensation, elle est vraiment hyper sympa d'être là,
sur la glace, c'est top, hein. Oui. C'est vraiment... Quand on commence à avoir un équilibre et une bonne position, on est bien sur la glace. Là, en une matinée, déjà, on progresse vachement, hein. Avec les bons conseils un petit freinage. Allez, un petit freinage, Billy. De la vitesse. Et je me rends compte que, par contre, si on tombe, eh ben, on doit se faire très très mal. On évite de tomber, mais ça peut arriver. Ça peut arriver. Là, on dirait vraiment que bravo, c'est Billy. Qui fait un... Là, il y a de l'assurance. Oh, par contre, j'ai tourné. Comment ça se fait? J'ai tourné, ça fait... Ah oui. Quand tu appuies à l'intérieur, quand tu appuies sur ton talon, ça tourne. Voilà, tout à fait, Billy. Eh bien, écoutez, je crois que là, je suis bon pour les prochains Jeux Olympiques. Tu me dis, fais un arrêt, mais j'arrive pas à faire d'arrêt. Je suis pas encore tombé, moi. Voilà. Je suis pas encore tombé. Parce que tu as une bonne position, tu as bien appris les bases. Et franchement, Billy, effectivement, moi, je te mettrais bien aux prochains Jeux Olympiques. Allez, ça roule. Bon, bah, les filles, moi, je continue à faire des tours. Enfin, les filles, tout le monde sur le plateau. Je continue à faire des tours et puis, bah, merci beaucoup, Laure. Hein. Eh ben, de rien, Billy. Merci de m'avoir appris à faire du patin. Yeah. À très bientôt sur les pistes. Super. Pas de doute, Billy, vous êtes prêt pour les prochains Jeux Olympiques. Bon, si vous voulez vous entraîner encore un petit peu, il y a une patinoire, c'est ça, à Saint-Malo? Oui, je lui conseille un entraînement cet hiver, entre Noël et Nouvel An, sur la patinoire qui est montée devant les remparts en plein air à Saint-Malo. Ça lui fera beaucoup de bien. Je pense que ce serait pas mal de parfaire la formation. Oui, un peu de perfectionnement. Ouais. Allez, je me tourne vers vous, Géraldine. Vous allez nous parler du festival Marmaille, la 26e édition, hein, qui se tient du 16 au 26 octobre à Rennes et en Ille-et-Vilaine. Quel est l'ADN de ce festival? Est-ce que les choses ont changé ou alors est-ce que c'est toujours le même esprit depuis la 26 éditions? Alors, les choses ont un petit peu bougé, mais l'esprit reste le même, c'est-à-dire l'organisation d'une grande fête sur le territoire avec le plaisir de la découverte artistique surtout. C'est vraiment ça le cœur du projet. Et dédié aux enfants, aux plus jeunes en tout cas. À partir de quel âge pour les enfants? À partir de cette année, le premier spectacle, c'est 18 mois, mais c'est vraiment imaginé comme un festival jeune et tout public. C'est-à-dire que les compagnies qui sont programmées imaginent un âge destiné pour le public, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de limite d'âge, quoi. Voilà. Non, alors 18 mois à 77 ans et plus. Alors, vous avez toujours défendu la création artistique. Là, il y a 25 projets artistiques mis en avant et 10 créations, ce qui est quand même beaucoup. Ça, c'est vraiment ce qui vous tient à cœur. C'est vraiment, oui, le cœur du projet de l'Illico, mais aussi le cœur du projet du Festival Marmaille et Marmaille en fugue. Et depuis maintenant de nombreuses années, les partenaires nous accompagnent aussi dans cet accueil de création en offrant des espaces de résidence d'artistes, mais aussi de la production, des spectacles en diffusion sur l'ensemble du territoire. Donc c'est vraiment, oui, le cœur du projet, avec une attention particulière aux spectacles pour les tout-petits également. Et une attention particulière pour ce qu'on appelle le théâtre d'objets, qui est une forme de théâtre intergénérationnel, où là, la mise en scène des objets est très présente, évidemment. Et c'est vraiment le jeu entre le manipulateur et l'objet qui crée la représentation. Alors, on va parler de vos spectacles coup de cœur. Hein. On en a sélectionné, enfin, vous en avez sélectionné quelques-uns. Eugenio, d'abord. Oui, alors Eugenio, c'est une création que l'on accueille sur le festival à Rennes et puis sur le département. Donc là, c'est un projet de Nefertiti and the Kitchen. Donc Nicolas Meust et Jane Rival proposent ici un ciné-concert. Donc là, il s'agit d'un moyen-métrage de Jean-Jacques Prunès qui est mis en musique, à la fois en chanson, mais aussi avec des instruments, à l'aide d'instruments jouets, piano. Voilà. Et donc là, on l'accueillera à partir de dimanche, nous, au Théâtre de la Parcheminerie, puis ensuite sur le département. Alors, Seul, également du Bob Théâtre, la compagnie La Bobine. Oui. Alors ça, c'est un spectacle sur la maltraitance. Oui, alors là, c'est un travail autour de la maltraitance chez les enfants. Donc, c'est une exposition performative. Donc, à l'intérieur, on va retrouver tout l'univers plastique d'une plasticienne qui s'appelle Christelle Huneau et qui est plasticienne du textile. Et à l'intérieur de cette exposition, on va pouvoir découvrir Nina Goyer, qui est donc l'interprète qui va interpréter des performances dansées. Donc voilà, on peut vivre seul de différentes manières, juste en regardant l'exposition ou aussi en découvrant ces expériences dansées. Donc là, le point de vue de la metteur en scène, ce n'est pas
de confronter les spectateurs à la violence proprement dit, mais c'est vraiment de travailler sur la résilience et le combat. Alors on parlera aussi de la Grande Soufflerie, hein, ce sera la 2e semaine des vacances. Très beau spectacle aussi. Oui, la Grande Soufflerie, donc c'est aussi une création que l'on accompagne de la Golondrina. La première semaine des vacances plutôt. Ouais. Oui, première semaine des vacances, je dis oui. Oui, première semaine des vacances. Là, c'est un théâtre sensoriel, donc c'est un théâtre basé sur les 5 sens. Et on va découvrir dans différents espaces scénographiés comment on peut fabriquer ses rêves. Voilà, c'est vraiment un voyage au pays des songes. Parfait. Et puis on rappellera qu'il y a la chuchotterie, un espace de manipulation libre qui est ouvert pour les petits avec de magnifiques livres d'art qu'on ne pourrait sans doute pas s'offrir autrement. Merci beaucoup. Merci à vous. Géraldine. Et puis on retrouve toutes les infos sur le site internet lilico-jeunepublic.fr. C'est maintenant l'heure du débriefing de cette émission et Catherine va nous rejoindre. Oui, bonjour. J'ai reçu un SMS. C'est vous qui m'avez appelé? Oui, bonjour. Oui, j'ai reçu un SMS parce que maintenant je suis inscrite sur une application et normalement, si vous voulez des chansons, j'ai reçu un SMS. Voilà, en attendant, par exemple, les fins d'émission, des choses comme ça. Je viens vous chanter des chansons. Super. Oui, j'ai reçu un SMS. Alors, j'ai localisé, c'est ici, avenue Janvier. Donc, je suis venue. Alors, voilà, puisque vous l'avez demandé. Donc, j'ai vu qu'il y avait beaucoup. Alors, quand même, un petit rappel 700 bons samaritains. En Ille-et-Vilaine, si j'ai bien compris, sont prêts à vous sauver la vie. Ça, c'est plutôt chouette. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir et c'est pratique. Mais bon, pendant ce temps-là, il y en a qui ne connaissent pas leur premier secours. Donc voilà, une petite chanson. C'est pour vous. C'est l'amour à la plage, aou, tcha tcha tcha, l'été à Saint-Malo, aou, aou. Allez les choristes, oui. Je vais m'enduire d'algues, aou, tcha tcha tcha, c'est bon la thalasso, aou, aou. Voilà, première chanson. J'avais des chansons sur le goémon aussi, mais c'était moins chic. Une petite chanson aussi sur la marmaille. Vous parlez quand même des os spéciales aussi, maman. C'est assez intéressant. J'en ai marre, je ne ferme plus un œil. De mon sommeil, je fais le deuil. Depuis ta naissance, tout part en vrille. C'est bien fatigant, une famille. Allô, maman, bobo. Allô, maman se casse en thalasso. Allô, maman, bobo. Voilà, pour les petites mamans qui ont besoin de repos aussi. Et puis aussi, on peut les coller à marmaille. Ça, c'est bien. Regarde l'exposition sur la maltraitance et vois comme t'es bien. Hein. Ouvrez la cage aux enfants en attendant qu'ils deviennent... Oh là là, c'est tout faux. Les parents, si vous voulez être peinards, vous pouvez les mettre à marmaille et partir vous reposer. Oh là là, dis donc. Il y a pas de... Bon, je suis encore... Ah, pardon, je reçois un SMS. Mince, c'est Billy qui est tombé à la patinoire. Ah bon, alors je vais aller le sauver. Je vais lui chanter une chanson. Merci Catherine. Merci à tous d'avoir été à nos côtés pendant cette petite heure d'émission. Merci à vous. Demain, vous retrouvez un best-of de cette matinale. Et puis jeudi, on se retrouvera en direct avec 2 temps forts. Le festival Yawank, dont on recevra le directeur artistique Glenn Jégou. Et puis, on parlera également de la route du Rhum d'un point de vue sportif et numérique, puisque nous recevrons le patron de Nidji, fournisseur digital de la course. Sans oublier un très beau documentaire sur Gourvenec, réalisé par Philippe Galwedec. Voilà, je vous souhaite une belle journée. À jeudi en direct. Ciao, Kenavo.